docteur en lettres latines, avec une thèse sur l'écriture de l'histoire des hérésies chez quelques auteurs chrétiens dans l'Antiquité tardive. Il est aussi lecteur de Tolkien depuis 33 ans, explorateur de la légende arthurienne et de l'histoire de l'Antiquité, des mots celtiques et germaniques, passionné de l'art et des récits. Merci. Je voudrais en préambule remercier donc les organisateurs du colloque de m'avoir invité à présenter cette communication. À vrai dire, ça a été une surprise pour moi parce que j'ai envoyé ma proposition au dernier moment, alors longtemps hésité, et j'ai voulu me sentir un peu comme Bilbo tentant de rattraper les 13 nains. Je suis en effet aussi peu par mon parcours universitaire angliciste que Bilbo n'est cambrioleur. Je suis néanmoins effectivement un lecteur assidu du légendaire de Tolkien en version originale depuis 33 ans cette année. J'ai même commencé par le Silmarillion, une forme de masochisme peut-être, encore mélanger. Et c'est en tant que lecteur en fait d'abord que j'étais frappé par la relecture récente du texte dont je vais parler, 15 ans après avoir parcouru pour la première fois et été extrait de ce volume de l'History of Middle-earth, de Peoples of Middle-earth. Il s'agit donc de New Shadow. Il faut que j'arrive à passer. Voilà, parfait. Je ne reviendrai pas sur le double anniversaire que nous célébrons. Ces 50 ans écoulés depuis la mort de l'auteur ont vu un très grand nombre de ses textes être édités de façon posthume. Nous pouvons tous constater qu'on a publié beaucoup plus d'ouvrages après la mort de Tolkien que de son vivant, dans une proportion assez intimidante, à vrai dire. Cette abondance éditoriale posthume pose évidemment une question qui est celle de la valeur, la portée et la place de ces textes dans cette construction qui est l'œuvre de l'écrivain. Alors c'est une question qui avait déjà été posée et tranchée par un écrivain contemporain, qui est d'ailleurs décédé en juillet dernier, après avoir passé une partie non négligeable de son travail d'écrivain à délimiter la forme et les limites de son œuvre. Il s'agit de Milan Kundera. Dans une note de l'auteur qui est assez souvent citée à son roman La Plaisanterie, il écrit, donc, vous voyez apparaître sur l'écran, il existe deux conceptions de ce qui est œuvre, ou bien on considère comme œuvre tout ce que l'auteur a écrit. C'est de ce point de vue, par exemple, que sont souvent édités des écrivains dans la célèbre collection de la Pléiade, à savoir avec tout, avec chaque lettre, chaque note de journal, ou bien l'œuvre n'est que ce que l'auteur considère comme valable au moment du bilan. Alors Kundera a toujours été un partisan véhément de cette deuxième conception. Il trouvait immoral qu'un auteur offre au lecteur quelque chose que lui-même c'est imparfait, quelque chose qui lui-même n'apporte plus de plaisir. Donc nous voterons dans l'immoralité en allant lire History of Middle-earth selon Kundera. Dans le cas de Tolkien, il n'a pas fallu attendre l'évocation de son entrée prochaine dans la Pléiade pour voir sa correspondance éditée, et mieux encore le moindre de ses brouillons. C'est aux efforts de son fils, donc Christopher, le plus proche sans doute de l'œuvre de son père, qu'on doit l'édition du Silmarillion, des contes et légendes inachevés, et donc de l'histoire de la Terre du Milieu. Il s'est agi de publier tous les textes inachevés par Tolkien, mais ça a été fait selon des modalités différentes. Alors, comme le souligne Vincent Ferré dans un article du recueil Lire Tolkien, si pour le Silmarillion, Christopher Tolkien a voulu mettre en forme le récit, donc à quelque peu fait œuvre d'auteur, il s'est davantage mis en philologue, éditeur, commentateur des fragments de son propre père dans les parutions suivantes, menant la même jusqu'à la critique génétique, lorsqu'il s'est agi d'exposer les différentes étapes de la rédaction du Seigneur des Anneaux. Mon propos ne sera pas ici de discuter de façon générale de cette question, que je trouve intéressante, et pas non plus de la légitimité de cette entreprise éditoriale. Moi non plus, je n'irai pas contre Tolkien et encore moins contre Christopher, ni de mettre en doute donc l'intérêt incontesté de ces publications. Si je m'en regarde cette réflexion tranchée de Kundera et le destin éditorial de l'œuvre de Tolkien, c'est parce que le texte, The New Shadow, se situe au cœur de cette problématique. Il est resté inachevé. Si nous suivons les critères de Kundera, ce texte ne devrait pas, en effet, être inclus dans le légendaire de la Terre du Milieu, d'autant plus que Tolkien l'a lui-même passablement rejeté, a expliqué pourquoi. C'est Christopher Tolkien, en fait, qui le rappelle dans son introduction, que je traduis directement, je donne le texte anglais également sur l'écran. Donc, dans une lettre du 13 mai 1964, la lettre numéro 256, Tolkien écrit « J'ai commencé une histoire située 100 ans après la chute de Sauron, mais elle s'est révélée sinistre et déprimante. J'aurais pu avoir écrit un thriller sur le complot, sa découverte et sa destruction, je coupe un gros passage, mais cela n'aurait été que cela, pas d'intérêt à le faire. » Pour Tolkien, donc, dirait Kundera, il aurait été immoral de publier The New Shadow, qu'il savait imparfaite et qui ne lui apportait plus aucun plaisir. Ce qu'écrit Tolkien semble sans appel, c'est un texte à écarter au moment du bilan. Alors, j'irai peut-être un tout petit peu contre Tolkien. Je voudrais montrer aujourd'hui, à rebours de l'avis de l'auteur, comme de la conception de l'œuvre d'un Kundera, que ce fragment présente tout de même un intérêt certain,
car il révèle non seulement des qualités littéraires, mais recèle aussi une richesse de sens que je vais m'efforcer de dégager. Alors j'imagine que la plupart des fans, et a fortiori les spécialistes de Tolkien, connaissent ce fragment, qui est recueilli donc dans le volume 12 de l'histoire de la Terre du Milieu, mais je me dois évidemment de le présenter rapidement. Je reviendrai alors sur la question que j'ai choisie comme titre de mon intervention. Est-ce qu'on peut se considérer comme on le lit ou on l'entend parfois The New Shadow comme une suite du Seigneur des Anneaux qui n'aurait pas été assez bonne pour être poursuivie? Est-ce qu'elle a aussi peu d'intérêt, comme semble le dire Tolkien? Je vais d'abord m'attarder sur la construction narrative du texte, puis sur l'usage central dans ce texte d'une figure fréquente chez Tolkien, celle de l'arbre, et puis ça aboutira à parler de la question théologique qui semble au cœur du récit, qui est la question du mal. Que nous raconte donc The New Shadow? Il s'agit de toute évidence de l'incipit d'un récit qui s'annonçait relativement vaste. Les pages écrites ne couvrent que l'exposition de l'intrigue. Tolkien l'a réécrit au moins 3 fois. Christopher Tolkien précise qu'il a sous la main 4 variantes textuelles, une même histoire, un manuscrit et 3 manuscrits, A, B et C, alors qui racontent peu ou prou la même chose, mais ces variantes sont très différentes quant à leur formulation, nous dit Christopher Tolkien. Il reprend le texte le plus récent, le C, mais doit revenir au B lorsque le C fait défaut. Il faut donc garder à l'esprit qu'il s'agit d'un texte composite. C'est la première séquence du récit qui m'intéresse surtout aujourd'hui, or c'est la plus ancienne. J'ai noté qu'elle constitue, d'après Christopher Tolkien, de fait, le premier jet de l'histoire dès le premier manuscrit. Il me semble qu'on peut distinguer donc 3 séquences dans le texte. Donc la première, elle pose d'abord le cadre spatio-temporel, je résume très vite pour ceux qui ne connaîtraient pas. Nous sommes sous le règne d'Eldarion, fils d'Elessar. Le narrateur souligne que les événements du Seigneur des Anneaux sont devenus de l'histoire, avec un grand H, et n'intéressent plus grand monde. Nous sommes dans le jardin de la maison d'un certain Borlas, à Penarvin. Alors le lieu est nouveau, je vous renvoie pour l'étymologie à un article assez éclairant de Didier Willis, Borlas de Penarvin, entre berge et colline. Il le traduit par pente au bord du fleuve. Ça se situe dans les Eminarnen, sur la rive est de l'Anduin, en Icilienne du Sud. Elle met ensuite très rapidement en scène le dialogue entre 2 protagonistes, un vieil homme qui s'appelle Borlas et un jeune homme qui s'appelle, en tout cas dans les dernières versions du texte, Saelon. Et on assiste en fait à un dialogue qui est une sorte de controverse, mais d'une confession de Saelon qui évoque un souvenir d'enfance. Il s'agit de raconter lorsque celui-ci a volé des fruits du verger de Borlas. Ce dernier l'a comparé à un orque, et leur discussion porte sur la responsabilité du jeune homme dans les faits qu'il a commis. On a ensuite une seconde partie, donc des pages 414 à 416, qui nous permet de suivre la seconde partie du dialogue. Alors pourquoi je disais le dialogue en 2 parties? Parce qu'il y a une rupture assez nette entre les 2 parties, qui vient du changement de ton du personnage le plus jeune, Saelon. Il passe en fait de la confession à la révélation, et le dialogue est également beaucoup plus conflictuel. Saelon évoque ce qui n'était pour Borlas qu'une rumeur, l'existence d'une conjuration de Gondorien, mécontent du roi, qui aurait répondu à l'appel de mystérieux héros morts. Et Saelon finit par s'en aller, en ayant donné rendez-vous à Borlas, sans doute pour lui faire découvrir ses conjurés, mais sans que le lecteur sache s'il en fait partie ou s'il les traduit. Enfin, la 3e partie laisse Borlas tout seul. Elle est centrée sur les pensées et les gestes de Borlas. Tentant de se remémorer comment la discussion a pris cette tournure, il opère un retour en arrière et évoque une rumeur inquiétante évoquée par son fils, la disparition d'un navire de la marine gondorienne qui est resté inexpliquée. Alors Borlas prend finalement une résolution, il répondra au rendez-vous par défi et volonté de découvrir la vérité. Et lorsqu'il rentre dans sa maison, il ouvre sa porte sur l'obscurité, sent l'odeur du mal ancien, la reconnaît, et le texte s'arrête là, et c'est très frustrant. L'intrigue semblait bien partie. Tolkien n'a pas aimé ce qu'il a écrit et l'a abandonné, comme si cette suite n'avait pas été assez digne de son œuvre maîtresse. Est-ce que c'est le cas? Alors, autant ne pas maintenir un suspense artificiel, pour moi la réponse est négative. The New Shadow aurait pu valoir le Seigneur des Anneaux, et ce n'est pas qu'une suite avortée ou une continuation ratée. Il y a quand même bien des traits qui sont communs avec le Seigneur des Anneaux. Pourquoi? Il est évident qu'il n'y a pas de lien narratif immédiat entre les 2 récits, ou du moins pas le même genre de lien entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. On sait que l'histoire du Hobbit était close dans l'esprit de Tolkien, et que lorsqu'il s'agit d'écrire à la demande de son éditeur une autre histoire de Hobbit, il s'est trouvé bien embarrassé. Il n'y avait pas de possibilité de continuer l'histoire, il fallait inventer une nouvelle intrigue, et la perspective d'une seconde aventure de Bilbo reparti chercher la fortune a été vite écartée. Et puis surtout le monde épique du Silmarillion se faisait assez insistant. L'idée de génie était d'explorer un élément peu développé du premier récit, le fameux anneau.
Or, notre fragment, qui aurait pu être le début d'un roman, présente des similitudes structurales, narratives, avec un chapitre assez important du Seigneur des Anneaux. Ce chapitre qui a justement pour fonction de transporter cet élément repris du Hobbit, l'anneau, dans une autre intrigue, en développant son histoire et en annonçant l'enjeu d'une nouvelle quête. Alors vous aurez connu le chapitre 2 du premier tome qui s'appelle « Shadow of the Past ». C'est d'abord amusant de constater qu'il y a antithèse entre le titre de ce chapitre et celui de notre fragment. On a l'ombre du passé et la nouvelle ombre. Mais je me suis fait aussi la réflexion que les deux textes partageaient des traits communs. Alors j'ai fait un joli tableau, je vais essayer de le commenter assez rapidement. Les deux textes sont constitués d'une discussion entre les deux protagonistes, l'un qui est âgé, Gandalf Borlas, l'autre jeune, Frodo, Saelon. Qui plus est, l'un des personnages révèle à l'autre des faits cachés, et c'est l'évolution de cette discussion qui fait avancer le récit et permet de poser l'enjeu de la suite de l'histoire. En fait, le dialogue est une action narrative. Dans chaque récit, la discussion est une occasion d'un retour sur le passé, d'un état de la situation, de l'état actuel du monde. L'un des personnages est amené à délibérer sur une décision à prendre qu'il lance en quelque sorte dans la quête. Dans un cas, c'est le départ de Frodo, et dans l'autre cas, c'est le début d'enquête de Borlas. Alors les enjeux posés ne sont pas les mêmes, on a l'impression que le cadre est peut-être plus limité, moins cosmique. Les révélations de Gandalf évoquent une histoire qui couvre plusieurs millénaires, alors là on a un retour dans un passé plus récent. La mise en place du cadre spatio-temporel est une preuve, s'il en fallait, de l'efficacité de la technique narrative de Tolkien. Comme souvent, Tolkien place son récit dans un temps assez précis, historiquement, sous le règne du fils d'Elessar, ici. Nous avons donc bien avancé dans le 4e âge. Je ne reviens pas sur les éléments d'incohérence chronologique possibles qui ont été relevés et résolus par Christopher Tolkien dans son commentaire. L'important est de rejeter les événements et personnages du Seigneur des Anneaux dans un passé qui n'intéresse plus grand monde. De fait, cette notation a une fonction narrative, en plus de situer le cadre. La réalité du mal est lointaine, on ne s'en souvient plus. Il en est même dans le Seigneur des Anneaux, on a cru Sauron vaincu, l'anneau perdu, le mal jugulé, mais il n'en est rien, et au dragon vert, on évoque des rumeurs inquiétantes. Par ailleurs, le protagoniste dont on suit le point de vue est nouveau aussi, mais il est immédiatement rattaché à un personnage du Seigneur des Anneaux, un peu comme avec Frodo, neveu de Bilbo, c'est par un lien familial que le légendaire se poursuit. Borlas, c'est le fils de Bérégondo, le garde de Minas Tirith, que tout le monde connaît, qui a permis de sauver Faramir. Donc en fait, Tolkien relie The New Shadow au Seigneur des Anneaux en utilisant la profondeur de son univers, dont on a déjà parlé. Il propose aussi un schéma narratif qui est assez similaire, qui pose immédiatement les enjeux du récit. The New Shadow n'est donc pas en fait une suite au sens hollywoodien du terme du Seigneur des Anneaux, ce n'est pas une continuation maladroite. Il s'agit de poser dans un nouvel âge du monde la question centrale du légendaire, en tout cas du Silmarillion à la Calabès au Seigneur des Anneaux, la naissance ou la renaissance du mal. C'est à mon avis ce qui fait la force de ce fragment et qui peut nous conduire à regretter son inachèvement. Cette question éminemment théologique de la nature et de l'origine du mal est curieusement introduite par Tolkien dans le récit au moyen d'une figure récurrente de son imaginaire, qui est l'arbre. Aucun d'entre vous ne sera surpris, j'imagine, si je rappelle combien la figure de l'arbre est importante dans l'œuvre de Tolkien, et c'est également le cas dans The New Shadow. Cette figure apparaît à deux reprises sous deux modalités différentes au cours du dialogue qui constitue le cœur de notre texte. Il s'agit en fait d'un côté d'une métaphore et puis ensuite d'une personnification qui me semble toutes deux à la première lecture assez étonnantes, mais en fait elles ne sont pas uniques dans l'œuvre. C'est d'abord la métaphore de l'arbre du mal qui est évoquée. Borlas l'évoque dès sa première réplique. Donc le vieil homme laisse échapper malgré lui une pensée relativement amère. On comprend plus loin que c'est parce qu'il soupçonne, tel Gandalf, une résurgence du mal. Et c'est cette métaphore qui lance la discussion entre les deux personnages. Alors, donc, il dit profondément, en vérité, courent les racines du mal, dit Borlas, et la sève noire est vigoureuse en elle. Cet arbre ne sera jamais détruit. Les hommes auront beau le tailler aussi longtemps qu'ils le pourront, il fera naître à nouveau des rameaux, aussitôt qu'ils auront tourné le dos. Même la fête de l'abattage ne devrait pas voir la hache rester rangée sur le mur. Le mal est ainsi donc un arbre qui grandit et qui ne cesse de repousser malgré les efforts des bûcherons. Cette belle métaphore paraît assez surprenante chez Tolkien, dont on sait qu'il est un amoureux des arbres. Alors pourquoi l'arbre du mal? Mais de fait, elle rappelle deux épisodes du Seigneur des Anneaux. Le premier par analogie et le second par contraste. D'abord, c'est l'épisode de la rencontre des hobbits avec le vieil homme seul, dans la vieille forêt, au chapitre 7 du livre 1 du Seigneur des Anneaux. Donc Tom Bombadil décrit le vieil homme seul, au discours indirect, comme une créature mauvaise,
Nul n'était plus dangereux que le grand sol, son cœur était pourri mais sa force était verte, et il était maître des vents et rusé. Son esprit gris et assoiffé, tirant son pouvoir de la terre, s'était répandu dans le sol comme par de minces filaments racines. L'arbre est décrit donc comme dangereux, cruel, avide. Je me suis fait la remarque que c'était 3 traits qui pourraient s'appliquer par exemple à Gollum. Et on retrouve l'image des racines qui s'étendent loin et profondément sous la terre. En effet, c'est au monde souterrain que sont liées les créatures mauvaises comme le Balrog. On pourrait bien sûr évoquer aussi les Huorns, et on sait même que dans le courant de la rédaction du Seigneur des Anneaux, Tolkien avait envisagé un Silvebarbe ou Barbe-Bois maléfique qui retient Gandalf prisonnier. Donc les images d'arbres liées au mal ne sont pas si exceptionnelles chez Tolkien. En miroir, on peut aussi convoquer un autre épisode du Seigneur des Anneaux qui constitue un miroir de cette métaphore, donc la scène de la découverte de l'arbre blanc. Ce motif de l'arbre qui renaît sans cesse s'applique aussi à l'arbre blanc, plusieurs fois détruit, qui renaît à chaque fois à partir d'un rejeton conservé par ailleurs, jusqu'à ce que l'arbre de Minas Tirith soit desséché définitivement, et qu'Aragorn et Gandalf en découvrent une pousse sur les pentes du Mindolluin au chapitre 5 du livre 6. Les arbres sont donc capables de renaître, de repousser même après la dévastation, et donc on retrouve ces deux éléments dans cette figure de l'arbre du mal énoncée par Borlas. Donc l'arbre apparaît à la fois comme métaphore du mal, l'arbre sombre, ou symbole du bien dans un autre texte, mais c'est à chaque fois parce que ce sont des êtres capables de naître, grandir et mourir puis réapparaître, et tout comme un Gollum, les arbres ne naissent pas mauvais, ils le deviennent. Les êtres vivants donc peuvent tomber dans le mal. Ces deux idées reviennent souvent en fait dans les écrits de Tolkien. C'est à la fois l'affirmation d'un mal qui n'est pas transcendant, mais qui naît en fait dans le cœur des êtres comme une force inhérente à la nature, inhérente à la création, à laquelle les êtres vivants peuvent succomber. Et la vision, à vrai dire pessimiste, d'un mal capable de disparaître en apparence, mais de se tenir caché sous la terre, et de renaître. Donc cette métaphore laisse finalement affleurer la pensée théologique de Tolkien, et je crois qu'on peut même affirmer que cette pensée théologique constitue de fait le véritable sujet du début de The New Shadow, même peut-être même de l'ensemble du fragment conservé, comme l'analyse de la première partie du dialogue entre Borlas et Saelon va le montrer. Alors, parce que la discussion entre Borlas et Saelon, j'ai dit tout à l'heure, elle se poursuit de façon assez polémique. Les deux protagonistes s'opposent à chaque réplique. Cette controverse rappelle par sa forme et son sujet le ton des polémiques théologiques du christianisme antique, à partir d'un cas pratique qui peut paraître anodin. En l'occurrence, Borlas évoque un souvenir, le vol de fruits dans un verger qui appartient, Saelon évoque le vol de fruits dans le verger de Borlas. La discussion finit par questionner la responsabilité de l'homme dans le mal commis. Et Borlas va jusqu'à dispenser un tout petit cours de théologie à Saelon, en allant rappeler quelle est la place de l'homme dans le monde par rapport à la nature et à Dieu. De fait, cette question de la responsabilité rappelle les polémiques d'Augustin, l'icône, Saint Augustin, contre les manichéens, comme le rappelle un article collégial qu'on trouve sur Tolkien Deal, qui est compilé par Didier Willis, et qui s'intitule « Du bien, du mal et de leur origine ». Nous y reviendrons. Si on revient au détail du récit, on va parler encore d'arbres, mais aussi d'orques. En évoquant le vol dans le verger, Saelon, qui est plein de ressentiment, rappelle que Borlas l'a accusé de s'être livré à de l'ouvrage d'orques. Pourquoi ? Parce que de son propre aveu, Saelon n'a pas dérobé les fruits pour manger, mais pour détruire gratuitement les fruits. C'est selon Borlas, voler le monde, c'est une expression qui se trouve dans le texte, porter atteinte à la création. That was the way of orcs, conclut Borlas. Mais Saelon renverse l'argument de Borlas en affirmant que c'est la façon des hommes aussi. Pour les arbres, tous les hommes sont des orques. Les hommes considèrent-ils l'accomplissement d'une vie d'arbre avant qu'ils ne l'abattent ? Si les arbres étaient les juges, mettraient-ils les hommes au-dessus des orques ou davantage au-dessus des chancres et des pourritures ? Alors ce qui est intéressant, c'est que Saelon personnifie ici les arbres en les imaginant dans une réflexion qui pourrait être en apparence celle de Tolkien, jugée comme équivalente les souffrances infligées par les orques et les hommes. Alors pourquoi je dis qu'en apparence ça pourrait être celle de Tolkien ? Parce qu'il s'agit de se mettre du point de vue de l'arbre. Les humains et les orques deviennent donc tous capables et tous coupables du même mal. Tous les hommes sont comme les orques, auteurs de méfaits, ils ne valent pas mieux que des parasites. Ce qui est aussi intéressant dans cette remarque, c'est qu'en fait on a déjà entendu un arbre juger les créatures qui font du mal à ses congénères. Il s'agit bien sûr de toujours de Silvebarbe, Barbe-Bois,
L'expression ouvrage d'orque se retrouve d'ailleurs dans sa bouche. Elle est commune aux deux textes. Au chapitre 4 du livre 3, c'est l'ouvrage des orques, le massacre gratuit de nos arbres. Alors le mot wanton en anglais va se retrouver aussi un petit peu plus tard dans The New Shadow, sous une autre forme. Rarum, je ne prétends pas imiter Sylve Barbe à la perfection, sans même la mauvaise excuse d'avoir à alimenter des feux qui nous a rendus aussi furieux. Les mots sont les mêmes en fait. Sylve Barbe n'évoque pas les hommes, c'est le ressentiment des Ents pour les orques qui revient plusieurs fois dans le chapitre. Cylon est donc démenti à distance par l'Ent, qui confirme par l'intertextualité la pensée de Borlas. Mieux, Borlas en profite pour faire la leçon à Cylon. Alors je me dois de citer l'excellente explication d'un certain Ged Dailing, si je prononce correctement son nom, qui dans son article intitulé Lost Literature of John Ronald Tolkien's New Shadow, qu'on peut lire en ligne sur un site qui s'appelle Blackgate, explique que la réponse de Borlas est en concordance parfaite avec l'orthodoxie catholique du christianisme, bien que de toute évidence elle soit formulée à travers la mythologie de la Terre du Milieu. Alors quelle est cette réponse? Je vous la montre. Elle est assez longue, je l'ai coupée un petit peu. Borlas, à la remarque de Cylon, répond « Les arbres ne sont pas des juges, les enfants de l'unique sont les maîtres. Il n'y avait pas de mal en ce monde au début dans le grand thème, mais il y est entré avec les dissensions de Melkor. Les hommes ne sont pas venus avec ces dissensions, ils sont arrivés après, comme quelque chose de nouveau, directement des roues, l'unique. Et c'est pour cela qu'ils sont appelés ses enfants. Et tout ce qui était dans le thème, ils ont le droit pour leur propre bien d'en user, avec justice, sans orgueil ni cruauté, mais avec révérence. Le bon fermier va d'abord utiliser, s'il le peut, du bois mort ou un vieil arbre. Il n'ira pas abattre un jeune arbre et le laisser pourrir sans autre raison que pour le plaisir de couper du bois. C'est cela, cela c'est être un orque. Vous remarquerez, je ne me suis pas aventuré à traduire Vatis orkish, par prudence. Borlas semble sur un ton presque biblique, qui est chargé de virgules, rapporter ce que je qualifierais presque de catéchisme à Cylon. On a l'impression que c'est ce qu'il a appris dans sa jeunesse. Il n'est pas présenté comme un personnage particulièrement sage ou savant. Et il lui dit, les humains sont les enfants de l'unique et peuvent user de la création, mais sans orgueil ni cruauté, sans gratuité ou pur plaisir de faire du mal, contrairement aux orques. Cette leçon prend tout son sens au 4e âge où nous nous trouvons, puisque comme l'ont expliqué les auteurs de l'article de Tolkien sur le manichéisme, elle rend toute leur responsabilité individuelle aux hommes face à leurs méfaits. Là où Cylon semble mettre sur le même plan homme et orque, donc bien et mal. Héros et Melkor aussi. Mais ce qui m'a le plus frappé dans cette réponse de Borlas, c'est en fait une autre évidence intertextuelle que je ne vais pas chercher chez Tolkien ce coup-ci, parce qu'une grande partie de cette première séquence rappelle l'un des grands textes de la littérature chrétienne, rien de moins que les Confessions de saint Augustin, dont nous parlions plus haut, et que Tolkien, je pense, au vu de sa formation et de sa culture catholique, a sans doute lu, et sans doute en latin d'ailleurs. Nous sommes au livre 2 des Confessions. Augustin évoque sa jeunesse, souligne qu'il a vécu avant sa conversion dans le péché, et il évoque un épisode parmi d'autres, le vol gratuit de fruits dans un verger d'un voisin. Alors j'ai sélectionné les 2 extraits les plus significatifs du texte, j'ai essayé de le traduire de façon la plus fluide possible, surtout pour rendre le ton un petit peu de saint Augustin. Moi j'ai voulu commettre un vol et je l'ai commis sans être poussé par la pauvreté ni le manque, mais par dégoût de la justice et plaisir de l'iniquité. Car j'ai dérobé ce que j'avais en abondance et je ne voulais pas jouir par mon larcin de cette chose que je convoitais, mais du larcin lui-même et du péché. Il y avait un poirier à proximité de nos vignes, arbre chargé de fruits, mais guère attirant ni par la forme ni par la saveur. Nous sommes allés, jeunes hommes les plus vils, au milieu de la nuit pour le secouer et le dépouiller. Nous avions prolongé notre jeu sur ce terrain jusqu'à 7 heures à notre façon détestable. Et nous avons emporté des quantités énormes, non pour nos repas, mais plutôt pour les jeter au porc. Même si nous en avons mangé quelque peu, seulement pour faire ce qui nous plaisait là où c'était interdit. Et un peu plus loin, Augustin, j'ai fait pas mal de passages, j'ai pris quelques réflexions, expose des réflexions qui rappellent fortement la réplique de Borlas. Pauvre de moi, qu'ai-je aimé en toi, ô mon larcin, mon crime nocturne de ma 16e année. Ces fruits que nous avons volés étaient beaux, parce qu'ils étaient ta création, beauté suprême, créateur de tout, Dieu bon, Dieu souverain bien et mon bien véritable. Ces fruits étaient beaux, mais ce ne sont pas eux que convoitait mon âme misérable. Qu'ai-je donc aimé dans ce larcin, et en quoi ai-je imité mon Seigneur, mais de façon vicieuse et perverse? Ai-je aimé agir plutôt par la tromperie contre la loi, parce que je ne le pouvais pas par la force, pour que captif j'imite une liberté tronquée, en faisant impunément ce qui ne m'était pas permis,
par une imitation ténébreuse de ton omnipotence, ai-je pu aimer ce qui n'était pas permis pour rien, sinon parce que ce n'était pas permis. Alors j'ai prélevé ce qui me paraissait assez tolkienien finalement dans le texte d'Augustin. Les dernières phrases que j'ai citées auraient presque pu, je trouve, être prononcées par Melkor lui-même, l'idée de l'imitation frauduleuse du Seigneur. La comparaison de la réplique de Borlas avec le texte d'Augustin permet de comprendre en quoi Saelon est accusé, finalement de manière implicite par Borlas, de faire partie du camp de Melkor. Saelon justifie le mal commis et nie l'évidence de son erreur passée par ressentiment. Sa morgue ironique contraste avec le repentir d'Augustin, à plusieurs siècles de distance. Il va jusqu'à affirmer, je parle de Saelon, que c'est parce que Borlas l'a qualifié d'orque, et lui a donc montré la limite, lui a parlé du mal, qu'il a voulu franchir cette limite en se comportant en orque. À un moment dans le texte, il dit You turn my mind to them, I wrote of petty lefts, but I did not forget the orcs. Il lui fait dire Tolkien, et vous comprenez en entendant prononcer l'anglais pourquoi je ne suis pas angliciste. Et donc en rejoignant les conjurés, Saelon finalement justifie ce qu'on pense être sa participation à la fameuse conjuration dont il est question dans la deuxième moitié du texte. Donc le lecteur comprend en suivant le dialogue que le personnage de Saelon, qui apparaît d'abord comme relativement ambivalent, se révèle plutôt négatif et semble incarner ici finalement la faillite des humains devant le retour du mal, faillite qu'à contrario Augustin, lui, a dénoncé dans son larcin et dont il s'est repenti. Merci, ça tombe bien. En conclusion, j'oserais me faire un petit plaisir coupable, celui de l'extrapolation. Je suis évidemment loin d'avoir épuisé ce texte. J'ai assez peu abordé sa deuxième et troisième séquence. J'avoue avoir jeté beaucoup d'idées au départ, et bon, ensuite j'ai élagué mon intervention pour tenir dans la demi-heure et puis aussi avoir un petit peu de... pas partir dans tous les sens. En somme, donc, The New Shadow est rempli de réminiscences du Seigneur des Anneaux, donc des réminiscences thématiques, des motifs métaphoriques, des structures narratives qui laissent augurer une dramatisation pleine d'enjeux. Je le répète, il ne s'agit pas d'une suite du Seigneur des Anneaux comme on attendrait un Seigneur des Anneaux 2, le retour de Sauron, mais bel et bien d'une exploration nouvelle, d'une question importante, celle de la renaissance du mal dans un âge différent, l'âge des hommes. À cet égard, c'est aussi ce que nous propose le Seigneur des Anneaux dans l'âge précédent. Cet âge n'est plus celui de la mythologie, ni même celui de l'épopée, mais l'âge finalement du thriller, le fameux mot qui peut paraître inhabituel pour Tolkien, qui évoque Tolkien dans sa lettre, cité par Christopher dans sa présentation du fragment. Je dirais qu'on peut caractériser le thriller assez facilement par sa forme. Il y a la mise en tension du lecteur face au suspense narratif, que Tolkien installe de façon très efficace à la fin du fragment, mais qu'il est plus difficile de trouver une thématique commune au thriller. À la limite, peut-être un point commun à tous les genres, que sont le roman policier, le roman d'espionnage, voire l'horreur, qui peuvent rentrer dans cette définition. La lutte d'un héros contre le mal, mais il reste un point commun finalement à tous ces sous-genres, c'est qu'à la différence de l'épopée, il semble que le héros de thriller n'est jamais sûr d'avoir vaincu totalement le mal, ou bien sa victoire est partielle, que ce soit dans le roman noir ou dans le film d'horreur. Je me suis particulièrement intéressé à cet épisode intertextuel du vol des fruits, qui m'a semblé assez frappant, parce que je pense qu'on peut supposer qu'il est à l'origine, consciente ou inconsciente, de ce texte. Christopher Tolkien souligne en effet, comme je l'ai dit dans son introduction, que la première version manuscrite du texte ne contient que le début du fragment et va jusqu'à cet épisode du souvenir du vol dans le berger. Alors je ne sais pas évidemment si c'est conscient ou inconscient de la part de Tolkien, mais c'est pas grave. Je pense que le geste initial de Tolkien en écrivant son récit était d'explorer cette question profondément théologique, la question de la nature du mal, mais commise cette fois non plus par des créatures mythologiques, mais par des hommes. Et Tolkien semble confirmer lui-même dans un autre extrait de la lettre qu'on a citée tout à l'heure, puisque nous parlons des hommes, il est inévitable que nous devions être préoccupés par la plus regrettable caractéristique de leur nature, leur prompte satiété du bien. Il est évident que Tolkien ne pouvait que trouver cette perspective déprimante, car elle reflète un certain pessimisme théologique tout à fait dans les lignées des pères de l'Église, quant au devenir du monde ici-bas, et qui n'offre pas l'évasion qu'il vend dans son essai sur le conte de fées. Donc j'achève en faisant mienne la conclusion du blogueur et enseignant américain dont j'évoquais l'article tout à l'heure, Gabe Dibling, qui dit assez justement
que l'œuvre de Tolkien met en lumière les préoccupations écologiques, la nature du mal et l'amitié humaine, et de nombreux autres thèmes. En d'autres mots, c'est de la littérature. On peut la lire de nombreuses fois, et à chaque lecture, le lecteur qui médite va apprendre à nouveau quelque chose à propos de la vie, la nature et la réalité. Il en est de même, je crois, avec The New Shadow. Je partage totalement ce qu'il écrit à la fin de son article, mais je le reformulerai d'une façon différente. Je sais que nous ne sommes pas au 4e âge du monde, mais nous sommes bien à l'âge de l'humain, et quand Borlas, à la toute fin du texte, ouvre la porte sur l'obscurité de sa maison et sent l'odeur du mal ancien et la reconnaît, l'effet sur le lecteur imaginatif que je suis est assez dévastateur. Pourquoi ? Parce que je quitte soudain le texte ininterrompu, mais je vois plus facilement dans le monde réel que je retrouve ce que Tolkien en fait nous y montre. Je vous remercie. Super. C'est après, c'est ça. Si vous avez des questions. Oui, là. Moi, je vais revenir sur le fait entre les deux personnes, et Shannon a de la question de Borlas. Et le fait que Borlas est connu en fait là, les années de la terreur en fait. Et est-ce que vous pensez que ça affecte en fait leur vision du mal, le fait qu'ils aient pas le même âge et qu'ils aient pas la même expérience du mal finalement? Oui, je dois dire que j'ai même pensé à un moment qu'il y avait peut-être une part d'expérience de Tolkien dans l'impulsion première, même si là, alors pour le coup, on est totalement dans quelque chose qui ne me semble pas forcément vérifiable. Tolkien est assez âgé quand il révise le texte pour la dernière fois. Il me semble que Christopher Tolkien dit que c'est vers 1968 qui fait la dernière version de ce brouillon. Quant à savoir ce qu'il voudrait représenter chez Cylon, dans ce cas-là, en laissant de côté la critique biographique trop facile, en fait, la lecture biographique trop facile, oui, peut-être que dans ce cas-là, il confronte la vision d'un homme âgé qui a connu la grande guerre de l'anneau à quelqu'un qui n'a pas connu. Mais il ne dit pas clairement, par la suite, ça reste à l'appréciation du lecteur, que c'est pour cela que Salom se laisse aller au mal. Et d'ailleurs, c'est bel et bien dans la lettre dans laquelle il parle de The New Shadow, qu'il parle plutôt d'une propension naturelle des hommes à, c'est le texte que j'ai cité vers la fin, à abandonner trop facilement le bien. Peut-être parce qu'il n'a pas été confronté au mal, effectivement. À mon avis, ça reste du côté. Enfin, c'est pas dit clairement par Tolkien. Ça reste de l'interprétation personnelle. Voilà. Vous avez fait le texte que vous avez cité, on a justement cette exposition de l'homme créé bon qui doit savoir se servir de la création. Ça me fait penser à un autre texte de Saint-Augustin dans la Jeunesse au sens libéral, où quand Saint-Augustin commente l'homme qui doit garder le jardin. Il doit garder le jardin et ensuite en tirer le profit, mais pas pour soi, mais pour le ramener au Créateur quelque part. Et ce texte me faisait penser justement à cette référence augustinienne, peut-être moins connue de la Jeunesse au sens libéral. Ensuite, je faisais une remarque. Dans Tolkien ou dans la Genèse, il y a toujours une histoire d'arbre et de fruits, l'essence du bien et du mal. Oui, tout à fait. Et deux éléments qui doivent peut-être compléter ce que vous dites. Le fait que la scène se passe dans un jardin, dans le même jardin où a eu lieu Larsin, est assez riche en intertextualité. On a envie d'évoquer pas mal d'autres scènes. C'est l'endroit rêvé pour un dialogue philosophique, donc ça colle très très bien. Et effectivement, je ne suis pas parti dans cette direction. Moi, ce qui m'a frappé dans l'utilisation de l'arbre, c'était le fait que pour une fois, me semble-t-il, dans ma première expérience de lecteur, l'arbre soit du côté du mal. Alors effectivement, ça n'a pas été le seul texte de Tolkien où ça apparaît, mais alors là, c'est carrément la métaphore du mal, ce qui m'a assez surpris. Et évidemment, l'idée d'aller piocher un fruit dans un arbre défendu, je crois que ça se passe de commentaires. Merci pour votre présentation.
ne sais pas si vous avez cité la phrase dans Le Seigneur des Anneaux où Gandalf explique qu'on ne peut pas extirper le mal, mais simplement lutter contre le mal dans l'époque qui est la nôtre. Et d'autre part, bon, vous aviez un temps limité, mais je pense que votre mise en relation avec l'épopée à la fin, elle pourrait gagner à revoir ce que Tolkien explique du mal dans son texte sur Beowulf. Les monstres et les critiques, c'est très beau, c'est totalement démoralisant. C'est juste des prolongements de lecture, parce que votre démonstration elle est très très stimulante. Je ne peux pas ne pas réagir quand vous dites que Christopher a publié le moindre des brouillons de son père. Je vais citer notre ami Damien Bador qui rappelle qu'il y a des milliers de pages consacrées aux langues qui n'ont pas encore été publiées, qui sont en cours de publication. Et surtout, il me semble important de rappeler le statut différent des textes. On dit souvent que Christopher Tolkien s'est mis au travail à la mort de son père, mais pas du tout. C'est avant la disparition de J.R.R. Tolkien que Christopher est désigné comme la personne qui peut l'aider à terminer le Silmarillion. Comme le co-créateur du Silmarillion, c'est très important. Et au moment de sa mort, le testament de J.R.R. Tolkien a été cité par Amand Leskull dans la notice nécrologique, rappelant que Christopher avait toute l'attitude pour, je cite de mémoire, soit éditer, soit terminer les textes inachevés, soit les détruire. Donc c'est juste, je dézoome un petit peu pour rappeler le contexte des questions très importantes que vous soulevez au tout début, ce qui n'enlève évidemment rien à la démonstration que vous faites sur ce texte particulier. Oui, je suis allé un peu vite. Non, mais le fait, le moindre des brouillons sonne plutôt comme un souhait, un espoir, que comme une description objective. Je n'ai pas trop creusé effectivement ce qui était davantage une sorte d'introduction que la véritable question au cœur de mon intervention. Mais moi, c'est une question qui m'intéresse beaucoup, effectivement, puisque dans la mesure où Christopher Tolkien réécrit donc, le Silmarillion, commente, comme un philologue, les textes de son père, on a parfois du mal à distinguer ce qui relève de l'un et de l'autre, et je crois qu'on a quand même une espèce de symbiose assez étonnante dans la littérature. Je n'en connais pas beaucoup d'autres, en tout cas aussi enchevêtrées, mais qui posent quand même question à la moindre des affirmations de Christopher Tolkien. Ce qui amène à quelque chose d'assez finalement complexe, c'est-à-dire on pourrait commenter le commentaire de Christopher Tolkien, ce serait très intéressant, et on se retrouve avec donc autant de traditions du commentaire tolkienien, on est presque comme Servius avec Virgile dans l'Antiquité. Pour aller dans votre sens, ce mélange entre rigueur philologique et assertion parfois surprenante, il y a quelques exemples dans l'histoire de la Terre du Milieu où Christopher dit « Mon père a écrit tel mot, et je suis sûr qu'il voulait écrire tel autre mot. » C'est comme si on avait un exemple de cette télépathie entre elles, de collaboration par-delà la tombe, c'est une formule que j'emprunte à Adam Tolkien, une collaboration au-delà de la tombe entre le père et le fils. Je suis sûr qu'il voulait dire ça. C'est incroyable, dans un texte aussi rigoureux. Ça relève de... ça relève de quelque chose qu'il est difficile d'expliquer, rationnellement, en fait, tout bêtement. J'ai une prestation très réfléchie, très mature, avec beaucoup de richesse, de profondeur. Ça a évoqué d'abord, quand je lis The New Shadow, pour moi, la première chose que j'ai pensé, c'est That Hideous Strength de C.S. Lewis. Donc un univers dans lequel il y a le mal est à l'intérieur, le mal est sur la terre, et il y a des choses bizarres qui se passent. Alors, les deux premiers, donc Out of the Silent Planet and Perillant, je ne sais pas comment on traduit That Hideous Strength en français, je n'ai pas le troisième volume de la trilogie. Cette hideuse puissance. Cette hideuse puissance, d'accord. Et il y a le mal est présent et le mal cherche à ressortir, etc. Et ça, c'est ça que New Shadow évoquait pour moi, et d'une certaine manière, on le sent sortir ici. Ça m'a rappelé, la présentation et le feedback à la fin m'ont rappelé que Tolkien, quand il est allé à l'université, a passé 2 années plutôt dissolues. John Gant a très bien écrit cela dans ses années sur son petit livret sur le temps passé à Exeter College, et il a fait des choses en tant qu'étudiant qu'il aurait réprouvé très hautement et très profondément en tant qu'adulte.
qui ont été au dommage d'autres personnes. Et je crois qu'après, il s'en est repenti. Aurait-il volé des fruits dans la On ne sait pas s'il a fait nécessairement cela exactement comme saint Augustin l'aurait fait lui-même, mais il a fait des choses un peu comme ça, et qui a d'ailleurs causé des blessures à quelqu'un, et c'est dans le texte John Garth a de la documentation sur le sujet. Et une autre chose ça a évoqué pour moi à la fin du livre, c'est que Tolkien, d'une certaine manière, a déjà parlé de ce sujet-là même, mais dans un texte beaucoup plus ancien, c'est The Lost Road, la dernière incarnation dans The Lost Road, qui sont Anúmenor, et il y a donc Amandil et Herendil à ce moment-là, et Herendil est en train de faire des choses qui ressemblent plutôt à ce que Saelon est en train de faire, et il se tourne plutôt vers ce qui pourrait être le mal que Sauron viendra entretenir à son retour. Donc il y a des échos de différents textes qui se rejoignent par rapport à cela, et je vous remercie de m'avoir évoqué ça dans mon esprit. Commentaire par rapport à ça? Merci. Oui, en fait, c'est une sorte de réponse par rapport à ce que vous disiez à la fin. Saelon m'a beaucoup fait penser au Sauron du Deuxième Âge. Alors, j'ai pas vu la série Amazon, je le dis tout de suite. Mais le côté très... la mort et l'ironie du personnage. Et clairement, quand j'entends à la fin du texte murmurer le nom héros mort, qui, si je ne me trompe pas, c'est le sombre seigneur et Saelon, là encore un petit peu d'extrapolation, j'ai l'impression de voir Morgoth et Sauron. C'était des Númenóréens noirs, héros morts et fouilles. Oui, mais il y a aussi cet écho-là qui est... je pense qu'un lecteur peut difficilement s'empêcher de le faire. Oui, moi j'aurais bien aimé faire un lien justement entre les deux exposés, parce qu'il y a s'impose autour. Dans le premier des non-dits, justement, des zones non explicitées, autour du personnage de Sam, qui est très très important, et du coup du thème du jardin, et avec cette mission, conserver le jardin, transmettre le jardin, et non pas laisser le mal s'infiltrer. Alors pour reprendre aussi l'intervention qui a été faite ici, sur le langage, le dialogue intergénérationnel, Sam, il a des enfants, Sam, il va peut-être pouvoir dialoguer. Que va-t-il transmettre? En fait, rien n'est dit, c'est à nous à lui construire, à peut-être l'écrire, autour de cette triple dimension qui a été évoquée ce matin, les zones non explorées encore, implicites, la transmission entre plusieurs générations et le thème du jardin qui doit être conservé parce qu'il est toujours susceptible d'être perverti et d'être détruit. Voilà, c'était juste une petite remarque. Ce qui a été lorsque Tolkien a fini, commencé à écrire The New Shadow, est-ce qu'il a pensé, ou est-ce qu'il a demandé, une question ou autre, à ce que d'autres continuent cette œuvre inachevée? Est-ce qu'il l'a souhaité à un moment donné ou pas? Alors, dans les textes, j'ai très rapidement reparcouru les lettres, qui évidemment sont pas de style. Il me semble que non seulement il y aura une nouvelle édition qui va être publiée, mais en plus on a donc, comme le disait Vincent Ferret tout à l'heure, on est loin d'avoir tout publié, et singulièrement la correspondance. Mais les deux lettres qui sont citées par Christopher Tolkien dans son introduction sont à cet égard assez négatives. Et c'est pour ça aussi que je faisais le rapprochement avec Kundera. On a presque l'impression que très clairement Tolkien récuse son texte, il est déprimant, il le dit lui-même. Moi, c'est l'expression qui m'a frappé, ça n'en vaut pas la peine. La phrase n'est même pas complète, on n'a même pas le verbe. C'est quasiment un geste de dégoût de sa part. Donc j'ai plutôt l'impression que non. En même temps, ça ne nous est pas interdit. Je me verrais mal quand même écrire une suite, je préfère l'imaginer. Alors moi, c'est une intervention directement qui fait suite à ce que vous venez de dire. D'abord, merci, c'était vraiment c'est passionnant en tout cas d'avoir un commentaire aussi suivi sur l'une des ébauches de Tolkien qui est finalement pas souvent commentée. Et ça montre à quel point le travail éditorial des Home par Christopher Tolkien est intéressant. Je fais remarquer tout de suite que je ne suis pas plus angliciste que vous, et que si je dis Tolkien, c'est pas par purisme, c'est par pur belgicisme, comme le dit Bruxelles, c'est bon, alors je vais aussi au passage noter que Tolkien n'a pas discrédité, comme vous venez de le rappeler, ce qu'il a écrit, mais le fait de continuer à l'écrire, ce qui n'est pas vraiment pareil.
Mais ce qui m'étonne, et là je voulais faire un petit commentaire de contestation, mais qui est un détail qui n'invalide rien non plus, c'est que vous ayez dit aussi que The New Shadow aurait pu valoir Le Seigneur des Anneaux. Alors pour moi, ça me paraît complètement impossible. On peut imaginer effectivement, si on est dans l'extrapolation, un récit de ce genre tolkienien qui serait passionnant et qui aurait un côté tolkienien. Au passage, vous m'avez donné l'impression que la série d'Amazon, que moi j'ai vue, que le malentendu vient du fait que c'est une série sur le quatrième âge, dans le fond. C'est ça qu'ils n'ont pas dit et dont ils ne se sont pas aperçus. Mais ce ne serait pas un récit, ce ne serait pas alors un récit de Tolkien, selon moi, hein, enfin il me semble. Pourquoi? Parce que Tolkien dit assez souvent qu'il a besoin que son écriture, que son récit soit amusant, qu'il soit édifiant, c'est-à-dire amusant, comme il dit, to amuse in the highest sense. Je crois que c'est là qu'effectivement il est dégoûté. Parce que c'est là qu'effectivement il n'est pas amusé parce qu'il est en train d'écrire. Parce que pour que ce soit, pour que ça puisse amuser au plus haut sens du terme, donc inspirer, il faut de la grandeur. Et pour qu'il y ait de la grandeur, il faut que le mal ne soit pas seulement diffus. Il faut qu'il y ait le mal en bloc, le mal pur. Il faut qu'il y ait un être qui peut incarner la source du mal, donc pas comme un sous-sauron, mais à mon sens comme un sauron qui peut être encore un peu l'écho très, très fort, très puissant, très intense de l'anglais. Et pour moi, il me semble aussi évident que le mal contemporain, comme vous l'avez bien montré, reste orchestre. Moi, je me lance. Et c'est ça qui me paraît de l'applicabilité tolkienienne. Mais on n'a pas, je l'ai encore lu récemment, et c'est toujours irritant d'entendre dire que dans Tolkien, on a un combat du bien contre le mal. Non, on a un combat de l'humain, qui est complètement pris de ce mal diffus que vous avez bien montré, contre un mal qui a la chance, là, d'être identifiable. Et c'est ce qui me semble qui pousse l'humain à être plus grand, à se dépasser, à être héroïque. Et c'est ça qui, à mon avis, est stimulant pour Tolkien, est inspirant et édifiant. Voilà. Alors, je suis assez d'accord avec vous sur l'ensemble. Sur la série Amazon, je ne peux pas juger, même si j'ai abondamment lu des critiques, c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas regardé. Mais ça va être dur de piocher dans tout ce que vous avez dit pour répondre à tout ce qui m'est passé, avec tout ce qui m'est passé par la tête. Deux choses peut-être, d'autant plus qu'on a plus trop de temps, je crois. La première chose, c'est l'usage du mot thriller par Tolkien. Je ne l'ai pas dit dans ma communication, mais quand je lis la lettre, l'extrait de lettre dans le texte original, j'ai l'impression que c'est un tout petit peu méprisant de sa part. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui l'embête, c'est le genre dans lequel son idée d'histoire va s'inscrire. Je ne le crois pas très fan de ce thriller. Il n'y a pas beaucoup de faits. Et la deuxième chose, c'est que, oui, moi je suis rôliste en fait, donc j'ai l'habitude de raconter des histoires, et quand je vois le début, c'est vraiment de la frustration à la lecture de l'extrait. Quand je lis ce début-là, j'ai envie de faire la suite. J'ai envie de savoir ce qui se passe, parce que je pense qu'il y a une nouvelle dimension qui peut s'ajouter à l'univers, une dimension insoupçonnée finalement. Et oui, il faut un grand méchant, hein, il faut bien Sauron, effectivement, dans l'épopée. Il n'est pas dit que ça n'aurait pas pu se transformer en épopée, puisque, comme j'ai essayé de le montrer au début sur les structures narratives, Borlas a quelque chose de Frodo. Il hésite, il a peur, il pourrait être un héros, mais un héros de notre genre, un héros âgé. Ce qui me semble correspond en fait, on en parlait tout à l'heure, au Beowulf âgé de la deuxième partie du poème. Voilà. On va arrêter les questions, on pourra en discuter à la pause café. Qui